Alors, donc en fait, je reprends suite à l'ensemble des intervenants. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant moi. On va pas du tout les reprendre. On va simplement les compléter parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et après, je pense il sera peut-être intéressant de répondre à des questions le cas échéant. Alors, donc, je me présente. Donc, Minos Group, on est un cabinet qui a maintenant 22 ans, alors 23 ans, parce qu'on a fait 23 ans le 2 novembre dernier, qui a commencé dans l'expertise, qui a enchaîné par l'engineering et l'environnement. Et donc, j'interviens dans les qualités de la maîtrise d'œuvre amiante. Alors, c'est pas la bonne, parce que je voulais pas parler de ça. Je l'avais changé. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qui est le plus important dans un marché de désamiantage, c'est effectivement un ensemble de documents qui sont nécessaires dans le cadre du marché. Alors, c'est comme tout travaux, tout marché de travaux, mais ce qui est très important préalablement, c'est l'ensemble des acteurs qui amènent à constituer l'ensemble des documents qui vont être rédigés dans le cadre de l'appel d'offres et surtout dans le cadre du marché qui sera signé avec l'entreprise de retrait. Alors, ce qui est très, très important, il y a toujours un ordre, comme dans tous travaux, il y a un ordre de hiérarchie. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre que le jour où il y a un souci ou le jour où il y a un problème, on gardera toujours la hiérarchie comme quelque chose de plus importante. Et donc, il est important que les documents qui sont, on va dire, dans la partie la plus haute, soient les plus clairs possibles et surtout les plus détaillés possibles afin de ne souffrir d'aucune carence et surtout d'éviter ce que j'ai entendu tout à l'heure, les travaux supplémentaires qui arrivent en phase de travaux et qui sont ni agréables pour le client, ni agréables pour le diagnostiqueur, ni agréables pour la maîtrise d'œuvre et pas agréables tout court pour le dossier aux conséquences financières et de délai. Donc, l'acte d'engagement, le cahier des charges des clauses administratives et particulières qui régit un certain nombre d'éléments concernant la gestion, les règles plutôt du marché. On a le cahier des charges des clauses techniques particulières qu'on appelle CCTP, qui contient bien la description des ouvrages et les spécifications techniques. Dans celui-ci, on a vraiment le détail de l'ensemble des éléments qui constituent le marché, et c'est-à-dire on détermine parfaitement le périmètre, on l'alimente par les diagnostics qui ont été réalisés préalablement à la rédaction de ce CTP. On indique aussi les limites de l'intervention et donc si on doit prévoir en complément d'un DPGF qu'on a vu tout à l'heure présenté dans la table ronde, un BPU, donc un bordereau des prix unitaires, parce qu'on sait qu'on a une limite en phase de déconstruction ou en phase de réhabilitation qui permet derrière de pouvoir déterminer à minima des éléments particuliers qui vont permettre derrière de pouvoir ne pas arrêter le chantier ou ne pas avoir de travaux supplémentaires au sens non maîtrisé du terme. Donc ça, c'est ce cahier des charges qui est le cahier des clauses techniques et particulières, qui est un élément prédominant pour l'activité d'une maîtrise d'œuvre amiante. Donc, lorsque les marchés sont mentionnés comme pièces contractuelles, les documents tels que les plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques, c'est le terme un peu générique, à moins que le marché ne prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires et la série de prix qui en tient lieu, sous réserve de la même acceptation, le détail des estimatifs. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur le principe, on a plusieurs paramètres qui nous permettent derrière de pouvoir, dans le CCTP, dans la rédaction du CCTP, d'indiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les limites et surtout de bien mentionner tous les éléments qui vont permettre derrière de pouvoir bien suivre les travaux et surtout bien suivre le décaissé de l'entreprise et permettre de réaliser correctement les situations.
Voilà, donc je voulais aller très très vite là-dessus parce qu'en fait, je voulais vraiment parler de manière claire et revenir parce que j'avais fait un schéma, mais je vois qu'il n'est pas apparu. J'avais repris un schéma de tous les acteurs parce que je voulais bien reprendre toutes les étapes. Euh, euh, Mohamed, on va pouvoir l'afficher ce schéma, hein. ouais, si vous l'avez, j'aimerais bien juste parce que c'est quelque chose qui me permettra de Ouais, reprendre en fait tous les acteurs et les vas-y. limites. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous Benjamin, l'avez en affiche. C'est affiché? voilà, ça arrive, hein. Oui, ça marche. En fait, ce qu'il est nécessaire et ce que je voulais retranscrire dans cette présentation, c'est que une maîtrise d'œuvre claire et surtout une maîtrise d'œuvre détaillée et une maîtrise d'œuvre qualifiée, parce que ça c'est hyper important, qualifiée, assurée, va permettre dans un chantier de désamiantage de permettre de réaliser, et moi pour moi c'est ça, c'est comme ça que je raisonne, c'est qu'il faut un dialogue continu. Alors quand je dis dialogue continu, je rejoins Laurent dans la table ronde quand il a dit qu'il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité aussi pour la maîtrise d'œuvre. Il faut de l'humilité aussi pour tous les intervenants, parce qu'il est important que quand le sujet, alors effectivement, dans la limite de la compétence de chacun, mais le sujet est hyper important, c'est-à-dire que on parle d'un risque, on est sur un risque qui pourrait être un risque de santé publique, un risque du code du travail, donc on est vraiment dans un risque avéré. Donc, quand on est dans ce risque-là, il est nécessaire que tous les intervenants ont conscience de cet élément-là et réalisent, bien sûr, dans la mesure de leur marché, réalisent ce qu'il est nécessaire de réaliser afin de pouvoir amener leur pierre à l'édifice. Mais moi, à mon sens, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment que on voit une maîtrise d'œuvre amiante comme un chef d'orchestre qui va parler à une maîtrise d'ouvrage, à lui expliquer exactement ce que la maîtrise d'ouvrage, donc le donneur d'ordre et le propriétaire doivent vraiment réaliser conformément à la règle réglementaire qui existe dans la phase de travaux et qui parle en fait avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le diagnostiqueur dès le début, et ça c'est hyper important. Une maîtrise d'œuvre amiante doit intervenir préalablement aux diagnostics qui ont été réalisés. J'attire l'attention à tous les donneurs d'ordre. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important si vous ne voulez pas avoir des repérages qui n'ont rien à voir avec les travaux ou des repérages qui ne respectent pas le fondement même des travaux qui vont être entrepris. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est nécessaire de pouvoir mandater une maîtrise d'œuvre amiante dans l'équipe de la maîtrise d'œuvre générale avec l'architecte. C'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus, mais c'est ce qu'il faudrait que ça se démocratise parce que c'est un bienfait pour une bonne organisation dans l'ensemble. Donc là, quand je parlais de chef d'orchestre, c'est vraiment la discussion qu'on peut avoir avec le diagnostiqueur, qu'on peut avoir avec les laboratoires d'analyse dès la conception du dossier, afin de nous permettre de pouvoir, dès le départ, avoir tous les éléments nécessaires à la bonne rédaction d'un cahier des charges pour nous permettre derrière de pouvoir désigner les bonnes personnes, donc la bonne entreprise qui va intervenir ou les entreprises qui vont intervenir. Et surtout, ce cahier des charges, il a un sens de le réaliser de manière la plus objective possible. C'est-à-dire que l'intérêt est de garantir les règles pour le client, les règles réglementaires, surtout les règles et les bonnes pratiques qu'on doit réaliser. Donc, de garantir cet élément-là vis-à-vis du client qui est la maîtrise d'ouvrage, mais de ne pas violer non plus la réalisation par les entreprises de leur part à l'édifice, c'est-à-dire leur qualification en tant qu'entreprise de retrait, de leur donner les bonnes cartes pour répondre sur les mêmes conditions. C'est ce que je vois quand j'interviens des fois euh, en expertise judiciaire, j'interviens sur des fois des dossiers et c'est vrai que il est hyper important de pouvoir c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir, à un moment donné, quand on a rédigé correctement un cahier des charges, on peut comparer le comparable et pas se retrouver à avoir des entreprises qui répondent en n'ayant pas du tout compris la même chose
et ils vont faire en sorte que, on va dire, bah, c'est du grand n'importe quoi parce qu'on a du simple au double. Et en fait, des fois, c'est parce qu'en fait, en amont, le cahier des charges n'a pas été correctement bien écrit. Et donc, ça met tout le monde dans un système d'erreur et ça laisse je vois la question qui a été posée par Véronique Merle, je répondrai tout à l'heure. Et ça laisse un flou artistique. Et donc, ça ne permet pas de pouvoir comparer les entreprises de travaux à leur juste valeur. Ensuite, dans la chaîne de la valeur filière de valeur de la filière amiante, vous avez bien l'entreprise de travaux qui va être désignée, qui va être suivie dans le cadre des travaux, conformément à ce qu'elle aura bien écrit dans son plan de retrait. Vous avez aussi les préleveurs que l'entreprise va devoir mandater pour suivre la métrologie de leur chantier et suivre la métrologie non seulement de l'intérieur, mais aussi du chantier en périphérie, donc dans l'environnement du chantier. Vous avez aussi les diagnostiqueurs qui vont être aussi présents. Alors moi, j'insiste sur le fait que le diagnostiqueur, à partir du moment où il a bien décrit dès le démarrage les limites de son repérage, ça c'est hyper important, qui va permettre derrière de pouvoir mettre des points d'étape. Ça existe même dans la 46020, elle a bien été déterminée comme ça, c'est qu'on a bien des étapes qui nous permettent derrière de pouvoir, après des travaux, soit de curage, soit du curage rouge, soit de désamiantage, intervenir en complément pour compléter un repérage. Ça, c'est pour ça que je pense que les diagnostiqueurs doivent être présents aussi dans la phase d'exécution et par la même occasion, les laboratoires d'analyse. Donc, le laboratoire d'analyse est aussi, il y a une partie qui est chez les préleveurs méta qui sont liés à l'entreprise de retrait, mais il y a aussi le laboratoire d'analyse qui sera aussi mandaté par le donneur d'ordre pour la vérification en fait, de l'ensemble de la métrologie de restitution que l'entreprise aura transmis. Le diagnostiqueur est aussi présent dans le cadre, et je pense qu'on a évoqué préalablement à tous les examens visuels quand il y a lieu de les réaliser. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir avoir vraiment cette couverture vis-à-vis de la réception in fine des travaux. Et après, vous avez la fin qui concerne la gestion des déchets et la gestion des transports et surtout la gestion des déchets qui permet derrière de pouvoir clôturer la phase opérationnelle de retrait qui va nous permettre derrière de pouvoir à la fin, on parlait tout à l'heure des DOE, mais ça va nous permettre derrière de pouvoir à la fin avoir un RFT, donc un rapport de fin de travaux de l'entreprise regroupant l'ensemble des éléments qui ont été réalisés, qui va pouvoir mettre à jour l'ensemble des documents existants sur… Alors, si on est sur un immeuble bâti, on aura le dossier technique amiante, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, mais on peut avoir aussi une mise à jour d'autres documents qui sont peut-être des phases opérationnelles de retrait. Je pense à l'industrie, je pense aussi à des ouvrages d'art, je pense à plusieurs éléments, donc les réseaux. On a parlé tout à l'heure des voiries, idem, sur des tronçons, donc ça permet de pouvoir effectuer un certain nombre de contrôles à l'avancée et de pouvoir avoir des points d'arrêt et des points de validation. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir une gestion générale dans le sens où la maîtrise d'œuvre amiante a un élément qui va lui permettre de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs et de pouvoir toujours ne pas perdre l'idée de réaliser correctement les éléments dans le cadre d'un programme de travaux qui sera défini et qui sera clairement l'élément, le but à réaliser. Voilà, je pense que… Alors, j'ai vu une question passer tout à l'heure. Donc, voilà, donc Minos Group, il y a mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je serai voilà. clairement disponible pour vous répondre. On va juste afficher ton visage, pas avec… voilà, c'est parfait. Benjamin me dit que c'est fait. Donc, il y a une question de Véronique. Hein. Tu veux la poser, Mohamed? Alors, il y a Véronique qui dit « Je ne suis pas d'accord avec la recommandation de M. Ougargui concernant l'engagement d'une AMOE avant la réalisation d'un RAT. Si on ne sait pas Il s'il faut y a enlever, de ta main l'amiante… de devant la bouche. Pardon. Parce que sinon, Si on ne sait pas
s'il y a de l'amiante, pourquoi le MOE engagerait d'avant un MOE avec compétence amiante? Alors moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on va peut-être échanger. Je pense qu'on ne m'a pas bien compris. Alors, ce qui est très important sur le principe, quand j'ai dit qu'il faut en amont nous déterminer un MOE, oui, ça arrive beaucoup maintenant dans la commande publique où on va avoir un MOE dès le démarrage quand on a des indices concordants sur le fait qu'on a un risque amiante, soit un DTA, soit une année de bâtiment. Alors, je ne suis pas très fan sur l'année de bâtiment parce qu'on sait pertinemment qu'il y a encore de l'amiante dans d'autres bâtiments après 97, mais ce que je veux dire, c'est que on a des indices concordants qui permettent derrière, dans une réhabilitation ou dans une démolition-reconstruction, que vous allez avoir un potentiel risque qui soit petit ou grand. Moi, je dis ça pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on l'a suffisamment tôt, on va se retrouver avec des documents où, à partir du moment où le maître d'œuvre amiante va organiser les RAT, ça va permettre derrière de ne pas avoir de blocage sur les réceptions de documents qui vont enchaîner les travaux. Moi c'est vraiment c'est pas automatique, mais moi je le recommande profondément parce que ça va permettre derrière de pouvoir tout de suite aller plus davantage ou de se retirer en disant mais il n'y a rien et tout va bien. Et comme ça, on pourra avoir aussi une vision sur la sous-section 4 et la sous-section 3 qui soit réalisée par un professionnel avec des compétences et surtout une assurance pour déterminer son avis sur la chose. Voilà. Au niveau assurance, justement, pour en discuter une seconde, les MOE, finalement, quelle part de responsabilité ils endossent sur un projet? Ils endossent la part de responsabilité. Alors, ça dépend de la mission qui a été donnée, mais ils endossent la responsabilité dans le cadre de leur assurance sur les erreurs de conception, sur les erreurs de réalisation qui a été. Parce que, si vous voulez, quand on est donneur d'ordre, on a des compétences entre diagnostiqueurs, entre laboratoires, entre entreprises de retrait, mais on est celui qui va ordonner les éléments et qui va les contrôler. Donc, à un moment donné, s'il y a une erreur qui a été faite et qui met en danger, qui met la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, c'est la maîtrise d'œuvre c'est l'assurance de la maîtrise d'œuvre Ouais. qui sera En mise en œuvre. en termes de tarifs aussi, en termes de budget sur le chantier, est-ce qu'il s'engage, le maître d'œuvre s'engage sur un budget global ou pas? Bah, normalement, oui, parce qu'en fait, on s'engage, si vous voulez, comparer avec une DPGF qui est un élément que normalement la maîtrise d'œuvre doit déterminer. Bien sûr, on s'engage sur un budget et on doit. Alors, on s'engage sur un budget. On s'engage sur un budget cible qui va nous permettre derrière de pouvoir juger telle ou telle offre, si elle est à la hauteur de l'événement ou pas, et après de demander des explications aux entreprises quand on a de l'anormalement bas ou quelque chose qui n'a pas bien été expliqué, qui permet pas à l'entreprise de bien répondre de l'autre côté. Voilà. Ouais. Oui, pour moi, un maître d'œuvre amiante d'une compétence et une assurance se doit d'estimer les travaux. Alors, on a une question d'une personne dans le public. Voilà, vous vous présentez peut-être, monsieur, et puis il faut Oui. ouvrir le micro. Voilà. Oui, bonjour, David Masson. Vous parliez que le maître d'œuvre doit avoir une assurance, très bien. Mais quelle est la compétence qu'elle doit avoir? Est-ce qu'il doit être certifié par un organisme? Est-ce qu'il doit être accrédité? Parce que bon, tous les autres acteurs, eux, ont des compétences qui sont réévaluées tous les ans, tous les 14 mois. Enfin bref, quand un cycle, donc en fait, ils travaillent tous sous le même référentiel. Ils ont tous des contrôles qui sont identiques. Mais aujourd'hui, je n'ai pas entendu dire, alors que c'est quand même le point d'entrée, entre le maître d'ouvrage, bon, lui, il est propriétaire, donc il n'a pas de qualification à avoir, mais le maître d'œuvre, quelles sont ses obligations réglementaires à faire qu'un maître d'œuvre propose un cahier des charges qui est identique à un autre maître d'œuvre sur une même problématique d'intervention? Oui, c'est vrai que, Mohamed, pour rebondir, monsieur, sur votre question, là, pour la reprendre et la reformuler, c'est qu'effectivement, l'ensemble des acteurs de la filière sont certifiés, on va dire grosso modo, tous les gens qui interviennent sur l'amiante, sauf la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a un débat là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas une maîtrise d'œuvre qui soit certifiée aussi? Alors, il y a des qualifications, vous les connaissez, l'OPQBI en fait partie, mais en fait, si vous voulez, effectivement, ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, je suis membre du CIRTA et au conseil d'administration, et c'est vrai quelque chose qu'on a toujours voulu. Alors, je crois que c'est une problématique juridique par rapport à la maîtrise d'œuvre, mais sur le principe, il y a quelque chose de très fondamental. Une assurance ne va pas assurer quelqu'un
qui n'a pas le pédigré pour suivre les dossiers. Donc, c'est-à-dire que déjà, l'élément, le premier maillon, c'est savoir si le bureau d'études est correctement assuré, parce que l'assurance, le bureau d'études qui se dit assuré, quoi, on peut le vérifier vis-à-vis de l'assurance, puisque l'assurance, pour avoir une assurance en maîtrise d'œuvre, et avec vraiment, quand je dis une vraie maîtrise d'œuvre et pas de l'AMO, vous devez donner un certain nombre de documents qui vont permettre à l'assurance de juger d'un risque. Et si vous n'avez pas la compétence, vous ne serez pas assuré. C'est pour moi une évidence. Mais sur le principe, effectivement, vous avez raison. C'est aussi de joindre à chaque maîtrise d'œuvre un ensemble de CV qui va permettre de pouvoir juger de leurs compétences. Mais effectivement, il n'y a pas de certification directe pour une maîtrise d'œuvre, une des maîtrises d'œuvre amiantes. Ça, je sais, et c'est quelque chose qu'on essaye de demander à l'ensemble des pouvoirs publics pour permettre, mais je crois qu'il y a une opposition. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je crois qu'il y a une opposition vis-à-vis de ça. Voilà, donc c'est l'assureur. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous. On peut applaudir Mohamed à distance. Tu vas nous entendre. À très bientôt à toi. Je crois que tu es vers Grenoble.